Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je découvre une entreprise de Rimouski qui cultive et transforme leurs légumes racines grâce au pouvoir de la lactofermentation. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Mathieu Dionne. Mathieu, tu es le copropriétaire de Racines et Compagnie, une nouvelle entreprise implantée à Rimouski depuis un peu plus d'1 an. C'est beaucoup de travail être producteur, mais en plus, tu transformes tes légumes avec de la lactofermentation. Parle-moi un peu de ça. Exactement. La lactofermentation, c'est d'utiliser des bactéries lactiques qui travaillent pour nous. Quand on reçoit les légumes, on les lave, on les pare, on va les trancher, les râper, tout dépendant de ce qu'on fait. Ensuite, on fait juste ajouter du sel. C'est le sel qui va contrôler le type de bactéries qui va survivre dans l'environnement. Les bactéries lactiques résistent à l'environnement salin. Puis en plus, ça garde les vitamines aussi des légumes. Ça, c'est un aspect important. Exactement. Les légumes ne sont pas cuits, donc il n'y a aucune perte de nutriments. Pendant la fermentation, il y a des bactéries qui vont sécréter certaines vitamines de plus aussi. Fait que le légume lactofermenté, il y a une meilleure valeur nutritionnelle au final qu'un produit cru et surtout cuit. Il y a toute une éducation aussi en arrière, parce que souvent quand on pense aux transformations de légumes, aux marinades, des fois on dit bon, ça va un peu vinaigré, c'est pas si bon que ça, on peut penser aux petits pots de grand-mère, mais là on dirait que c'est tout un autre univers que tu nous proposes ou quelque chose qui est plus actuel, plus meilleur au goût peut-être? C'est différent au goût que des marinades faites au vinaigre. Quand on remonte dans l'histoire, les lactofermentations, c'était la méthode de conservation. Ça a été quand même assez oublié. C'est en train de revenir un peu plus à la mode, de se faire redécouvrir, justement à côté, le côté santé qui est quand même présent, l'utilisation des légumes régionaux. Il y a de l'éducation à faire pour faire connaître les produits fermentés, parce que la majorité des gens ne connaissent pas ça. On le voit quand on fait des marchés. Les gens connaissent la choucroute, mais ne savent pas que c'est fermenté. Pour faire connaître notre produit pendant l'été au marché public, on faisait un grilled cheese au kimchi. Ça a été super populaire. C'est quoi du kimchi? Le kimchi, c'est d'origine coréenne. Ici au Québec, le monde connaît beaucoup le kimchi au chou napa. On en produit un, mais on produit aussi le kimchi au radis daikon. Je ne prononcerai pas le mot en coréen parce qu'il y a trop de consonnes dans le mot. Mais nous, c'est le produit qu'on essaie de pousser le plus parce qu'on n'est pas beaucoup de producteurs au Québec à faire le kimchi de radis daikon. En coupant le radis, on le coupe en cubes. C'est que ça va donner une texture croquante à la fin qui est super intéressante. Ça se marie super bien avec un peu les gras. Fait qu'avec le fromage dans le grilled cheese, c'était super gagnant. Moi puis mon associé, on aime énormément cuisiner. Fait qu'on travaille beaucoup nos produits puis essayer de sortir des recettes pour montrer aux gens comment les utiliser. Parce que c'est vraiment de l'inconnu pour la plupart du monde. Tu as toujours finalement aimé travailler avec les aliments, avec ce qu'on produit ici au Québec? On produit pas 100% de nos légumes. On produit une bonne partie. On vise à avoir environ 50% des légumes qu'on transforme qui proviennent de notre champ. Mais on se limite au Québec. On n'ira pas acheter aux États-Unis ou en Ontario. On a assez de très bons producteurs maraîchers ici au Québec pour nous fournir. Ouais. La lactofermentation, Mathieu, c'est quelque chose qu'on va faire aujourd'hui, mais on va aussi couper des légumes. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas me montrer? On va couper du chou et râper des carottes pour faire un nouveau produit qu'on espère qu'il serait mis en marché ce printemps. OK, donc il n'existe pas encore ce produit-là? Il n'existe pas encore. Donc, je suis privilégiée, là. Je touche à privilégiée, oui. Super. Je m'appelle Benoît Vaillancourt, je suis cofondateur du Théâtre Légion d'Abord en 1973. C'est moi qui ai initié ce projet de Théâtre du Bic en 1986. Quand la CEPAC est devenue gestionnaire
du parc Dubic. Ils ont voulu se débarrasser de ce qu'ils appelaient cette vieille grange en tôle qui gâche la vue à l'entrée. Le directeur de la SPAC dit « Si vous la voulez tellement, ce bâtisse-là, on va vous la donner. » Moi, quelques jours plus tard, ça a travaillé un peu. Alors, j'ai contacté Mme Cassista, qui était la conseillère municipale à ce moment-là, lors de la rencontre, et je lui ai proposé le projet. La bâtisse, on la déménage à cette entrée-ci du village qui était un terrain en friche à l'époque. Nous, on va mettre de la vie dedans tout au long de l'année. Vous allez en être propriétaire et vous allez voir à son entretien. Le déménagement s'est fait à l'automne 88 pour une ouverture le 2 juillet 89. Dans ma tête, à moi, c'était vraiment de faire venir du théâtre dans la région parce qu'il circulait à peu près rien comme théâtre au Québec à l'époque. Et je me disais, tout ce que les gens voient dans la région, à part les théâtres d'été qui viennent de temps en temps, c'est les productions du Théâtre Les Gens d'en bas. Ce serait le fun qu'ils soient exposés à d'autres formes d'art. La spécialité du Théâtre Les Gens d'en bas, c'est d'être un producteur, diffuseur de théâtre avec une mineure en danse contemporaine. Donc ici, dans cette salle, on retrouve pas de spectacle de musique ou on retrouve pas d'humour. Donc c'est vraiment le champ spécialisé qu'on a choisi. Ce matin, les vieux se sont donné rendez-vous à l'hôpital, la 8e plaie d'Égypte. Si le lundi, c'est spaghetti, aujourd'hui, c'est gériatrie. J'ai travaillé très fort pour établir des complicités avec d'autres théâtres ailleurs au Québec pour réussir à faire en sorte que viennent ici du théâtre de d'autres compagnies. On en a reçu, je pense, c'est 37 des productions venant d'un peu partout dans le monde, en français, en anglais et en espagnol. C'est quand même inusité au Québec. Monsieur Nadeau, pourquoi vous n'avez pas consulté votre médecin de famille? Ben, je voulais pas le déranger pour rien. J'ai vu des cahiers de tournée aussi de certaines compagnies. C'était marqué Tokyo, Vancouver, Ottawa, Lubbock, Mexico. C'est le fun. Il y a deux sortes de publics, je te dirais. Il y a le public d'été, qui est évidemment des gens de la région, plus du tourisme. À une époque, il y a même des gens qui appelaient en février pour réserver et qui, à la fin, demandaient quelle serait la production. Donc, il y a une partie de public comme ça, fidèle, qui vient d'ici, mais d'ailleurs. Et puis l'hiver, ben là, si ça n'a pas changé, c'est des gens de tous âges qui viennent, je dirais, de Trois-Pistoles à Matane. Au BIC en région et non pas à Québec ou Montréal. C'était déjà beaucoup par rapport à rien. Mais en 95, j'ai présenté un premier projet d'agrandissement qui a dormi pendant des années. Avec l'ajout d'une salle de répétition, on vient donner l'opportunité à plus d'artistes de venir créer dans le lieu, de faire des laboratoires publics et de tranquillement se développer vers un grand rêve de se transformer en véritable centre dramatique. Tout le bâtiment principal ici, qui a sa forme de grange, reste dans la même forme. Il va y avoir 2 autres modules qui vont être annexés, donc un agrandissement, mais la structure et la forme de grange est conservée pour toute son histoire, là, justement, cette grange qui a été déménagée. Durant toute notre année où on va être en rénovation et agrandissement, on va continuer notre programmation, mais ici et là, dans la région de Rimouski-Neigette, dans d'autres salles, de d'autres diffuseurs ou même in situ à l'extérieur. Toutes les formes d'art, que ce soit les arts de la scène ou que ce soit les arts visuels ou même les arts plus sonores, on va dire, comme la musique ou quoi que ce soit, c'est vraiment très important, en tout cas pour la jeunesse, parce que c'est une forme d'expression de soi-même, de pouvoir également développer une estime de soi. Donc oui, le Théâtre du Bic, s'il veut poursuivre sa mission, en particulier auprès de la jeunesse, c'est important qu'il soit rénové. À partir du printemps 2023, on devrait recevoir le nouveau bâtiment. Puis évidemment, préparer un événement d'envergure pour pouvoir faire sa réouverture, en espérant que la COVID soit derrière nous. Ils sont en train de défaire la salle en haut, je leur disais, vous êtes en train de casser mon théâtre, là. Ça me rend plus euphorique que nostalgique, parce que enfin ça débloque.
Quand tu plantes un arbre, tu le plantes tout petit, puis tu espères qu'il va grandir, mais tu as hâte qu'il soit grand. Alors, c'est vraiment le même sentiment. C'est le sentiment d'avoir planté un arbre, de l'avoir regardé grandir et maintenant d'espérer qu'il atteigne vraiment sa taille d'adulte. Je m'appelle Mathieu Savoie, je suis un artiste en art visuel spécialisé plus dans la photographie. Je suis originaire de la baie des Chaleurs, mais je vis et travaille à Matane. L'exposition se nomme « Ce qu'il restera de nous ». C'est un projet avec plusieurs thématiques sociales. Dans l'exposition, on retrouve 17 grandes impressions et 12 Polaroids dans des cadres. C'est un projet qui doit se faire avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent. Je posais des questions dans le sens qu'est-ce qui nous différencie des autres? Est-ce que tu te compares beaucoup sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter entre individus aussi? Je posais plusieurs questions comme ça. J'ai réécrit à l'ordinateur toutes les réponses que j'ai reçues, puis je les ai déchirées une à une, je les ai laissées près d'un socle. Et sur le même socle, en fait, je laisse une grosse pile de papier. Donc, les spectateurs peuvent aussi, eux également, répondre aux questions. Donc, le projet continue d'évoluer durant l'exposition. C'est le fun de voir les réponses des gens qui parfois reviennent les mêmes, parfois sont différentes selon l'âge des modèles également. C'est là qu'est le fun de voir la diversité des réponses, puis que malgré l'âge, malgré le sexe, malgré d'où on vient et tout ça, parfois nos réponses sont quand même les mêmes, veut pas. Je collectionne les appareils photo, j'en avais plusieurs, mais je faisais simplement de prendre la photographie telle qu'elle. Donc, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans ça et de manipuler le Polaroid, donc le défaire. Dans ce genre de projet-là, en fait, je donne un travail au modèle, donc je leur dis « défaites la photo ». Fait que là, ils la froissent, ils sont un peu inquiets. Je dis « allez-y, froissez-la, vous allez voir le résultat pourra quand même être intéressant ». Dans l'eau de mer, par exemple, il y en a plusieurs comme ça qui sont dans l'eau de mer. Donc, avec les ciselures qui sont faites autour de la photographie, il y a de l'eau salée qui rentre, il y a des cailloux, etc. Donc, c'est un peu de défaire la photographie, mais de façon naturelle, entre guillemets. Parfois, je prenais une photo et je la laissais simplement par terre pendant qu'il pleuvait, par exemple. Je ne m'attendais pas à ce que la photo se désintègre comme ça. Je pense que c'est les erreurs qui parfois sont les plus intéressantes. C'est toujours dans un lien avec les thématiques. Je ne le fais pas simplement pour défaire la photographie. La trace qu'on laisse sur notre passage, je veux dire, qui est éphémère. La photographie, encore plus avec le Polaroid, c'est quelque chose d'éphémère. Cela, c'est un bon exemple d'essai-erreur puisque à la base, je voulais faire une double exposition puisque mon appareil le permet. C'est un appareil assez récent où que je peux le contrôler avec mon cellulaire. Je voulais faire un portrait d'abord du sujet puis ensuite une image d'un paysage. Et par erreur, j'ai ouvert la porte du Polaroid, ce qui a un peu exposé l'image, mais quand même, ça l'a vraiment drôle d'adon où le sujet, finalement, il était directement en milieu de la ligne noire. Donc, ça l'a permis, en fait, de mieux voir le sujet. Donc, c'est toujours un peu les essais-erreurs. C'est la magie qui opère de façon naturelle. Ça c'est un bon exemple. Puis, il y en a, en fait, je les garde justement intacts comme ça. Tu sais, j'aime montrer aux gens d'où vient vraiment d'où vient le projet, d'où vient le format. C'est un papier vraiment translucide complètement. C'est intéressant aussi d'agrandir pour ce genre de technique-là parce qu'on va vraiment en chercher les détails, on va vraiment chercher les couleurs. C'est des thématiques parfois un peu plus sombres, un peu plus sérieuses, mais veux pas, je veux aussi qu'il y ait ce côté très lumineux dans mes œuvres. Dans ma démarche, j'apporte beaucoup les œuvres à l'extérieur, donc je fais beaucoup de projets d'installation urbaine. Puis, je voyais qu'il y avait des abribus dans la ville de Matane qui étaient peut-être méconnus ou du moins qui passaient un peu inaperçus dans le décor. Puis, j'ai demandé dans le fond à la MRC de la Matanée si je pouvais mettre des images dans les abribus.
Donc là, j'ai apporté des images de ciel, de montagne, de chez nous en Gaspésie. Donc c'est plus contemplatif pour l'instant. Ce qui m'inspire depuis la fin de mes études, c'est beaucoup de faire des projets avec la société. Ça a commencé en 2013 en faisant plusieurs projets pour contrer l'intimidation dans les polyvalentes, toujours en incluant les étudiants de la polyvalente sur les photographies. On se compare beaucoup, malheureusement, avec les réseaux sociaux. On laisse beaucoup transparaître le bonheur, en fait. On essaie de montrer que notre vie est donc belle et tout ça. Mais en réalité, derrière cet écran-là, il y a toujours un peu une facette cachée. Je veux que les spectateurs aussi puissent réfléchir en venant voir l'exposition. Bon, Alicia, on est rendu à transformer. On a des choux et de la carotte qu'on va râper. C'est pas des petites carottes? C'est pas des petites carottes. Elles sont quand même très grosses. Fait qu'on prend les choux, on enlève les bouts qui sont un peu moins beaux. Ce chou-là, il vient de la Gaspésie. OK. Ouais. Bah, pas très loin d'ici quand même. Pas très loin. Il faut enlever le cœur. Il est quand même trop dur, trop coriace. Ouais. Je suis sûre que je vais aller moins vite que toi. C'est pas un concours de vitesse. Alors, on enlève les spots qui sont moins beaux un peu, que tu disais. Ouais. OK. Ça, c'est quand même assez dur. Ils sont gros. Oui. OK. Au volume qu'on fait, ben, on tranche pas le chou à la main, on le tranche à la machine. Ça serait... Ouais, les journées seraient trop longues. Oui. On les met Juste à dedans le remplir. direct. Ouais. On le referme, on peut starter le moteur. Le même principe pour les carottes, mais on va les passer à l'eau avant. Fait qu'on coupe les bouts, puis on enlève ce qui est moins beau. Juste la couper en deux, ouais, sinon on rentrera pas. Parfait. Les autres, vu qu'ils sont râpés, il n'y a pas de sens. Ben là, ça rentrera. Non, ça rentrera. Vas-y. Et voilà. C'est un petit peu plus rapide que le faire à la râpe à la main. Pas mal, ouais. Bon, bien évidemment, couper les légumes, c'est la première étape, c'est pas la dernière. Il va rester à assembler. C'est une recette test qu'on est en train de développer. Les aromates, on y va avec la graine d'aneth. Puis quand vous faites une recette test comme ça, donc vous faites découvrir à d'autres personnes pour voir ça fait-tu du sens ou pas, puis après... Oui, parce qu'on ne se fie pas juste à l'opinion d'une ou deux personnes. Dans le fond, c'est ça, il faut attendre quand même le processus de fermentation. Les goûts se développent. On a pour 3 semaines d'attente avant de pouvoir goûter. Puis là, Alicia, j'ai réservé une surprise. On a une livraison spéciale. On a travaillé avec une des cantines de Rimouski pour faire une poutine au kimchi. Ouais, on essaie de... Bon, on joue dans le santé puis un peu moins santé, mais c'est ça aussi. Tout le monde au Québec connaît la poutine, puis quasiment tout le monde en mange. Fait qu'on voulait trouver une manière d'introduire ça dans le quotidien. Ouais, Ben, pas le quotidien. Wow. Et voilà. Poutine au kimchi. Sauce barbecue, parce que la sauce normale à poutine, elle allait pas super bien avec le kimchi. Un peu de steak haché, puis le kimchi sur le dessus. Elle a l'air plus santé, on dirait. Avec Ah oui, ça ajoute un côté santé. Bon appétit. Bon appétit. Le test. Mmh. Mmh. Ça marche bien ensemble, le petit côté vinaigré, là. Ouais, le côté l'acidité, le fromage, la viande. Ouais. Avec le côté peut-être plus... Puis la sauce barbecue, justement. Qui est plus sucré peut-être, la sauce barbecue, mais le côté vinaigré que ça revient... Toutes les saveurs sont équilibrées. Ouais. Le sucré, le salé, l'acidité. On n'est pas habitué de goûter une poutine avec ces saveurs-là. Non. C'est différent, mais ça marche très bien ensemble. Ouais. Merci Mathieu pour m'avoir montré ici tes cuisines puis m'avoir fait découvrir ton monde. C'était très agréable de travailler. Merci Alicia de ta visite. Santé!